Salut Inès. Salut Franck. C'est super de te parler aujourd'hui et important parce que il se passe quelque chose au niveau de la Palestine important, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça a commencé hier et ça continue aujourd'hui. Il y a l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, la Belgique et d'autres États occidentaux qui reconnaissent la Palestine avec la réouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et je voulais te poser des questions là-dessus parce que ça reste assez flou dans la tête des gens. Qu'est-ce que ça veut dire cette reconnaissance? A priori, ça paraît quand même super positif pour la majorité des gens. Enfin, on reconnaît que la Palestine est un État ou a le droit d'être un État. Mais il y a pas mal de questions qui sont jamais posées, en tout cas dans les médias de masse, on va dire, et que je sais que auxquelles tu vas pouvoir répondre de manière très précise. Donc pour toi, ce mouvement-là, bon, en fait, c'est annoncé depuis quelques mois déjà, hein, mais ce mouvement de reconnaissance de la Palestine, et je remets le contexte quand même en plein milieu d'un génocide qui dure depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Justement, c'est un petit peu ça le problème parce que aujourd'hui, en fait, la manière dont ces États-là reconnaissent la Palestine, leur point de départ, c'est pas tellement de reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens, mais c'est de reconnaître une Palestine qui convient à l'agenda sécuritaire israélien, donc qui défend en premier lieu l'idée qu'un État donc génocidaire, criminel, aurait le droit et le besoin à la sécurité, avant de centrer ça sur les droits des Palestiniens et le droit fondamental des Palestiniens à l'autodétermination. Et du coup, c'est quelque chose qui va plutôt servir les intérêts politiques et diplomatiques des États qui reconnaissent plutôt que les Palestiniens eux-mêmes. Et donc, on est dans cette réalité justement où en fait, je pense qu'aujourd'hui, toute la conversation et le bruit qu'il y a autour de la reconnaissance est assez déconnecté, on va dire, et assez lunaire, et assez vraiment déconnecté de la réalité sur le terrain, de ce qui se passe, sachant que, encore une fois, il y a pratiquement 100 morts par jour tués par l'armée israélienne à Gaza, mais qu'en attendant, on se tape dans le dos pour avoir reconnu la Palestine. Et en fait, je voulais te poser cette question parce que déjà, toutes les reconnaissances, c'est-à-dire que tous les pays qui reconnaissent la Palestine en ce moment, euh, pour beaucoup d'entre eux, il y a des conditions attachées à cette reconnaissance. Et les conditions varient parfois entre certains pays et d'autres, et certaines alliances de pays et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu peux nous parler de ces conditions qui marchent avec la reconnaissance? Et on peut parler évidemment de la déclaration de New York, de Macron et de l'Arabie Saoudite. Voilà, quelles sont ces conditions de reconnaissance de l'État de Palestine? Bah oui, c'est très parlant et donc il y a deux volets à ça. Il y a justement il y a les conditions absolument scandaleuses qui sont mises sur la table pour les Palestiniens pour pouvoir les reconnaître cet État. Et encore une fois, on peut parler de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on reconnaît. Mais par ailleurs, il n'y en a aucun qui n'a centré dans la reconnaissance de cet État de Palestine, encore une fois, le fondamental qui est normalement derrière la reconnaissance même en droit international, qui est le droit des Palestiniens en tant que peuple, en tant que nation, à se décider pour eux-mêmes, c'est-à-dire à être sur leur terre, à notre terre, à être en Palestine, à pouvoir y vivre avec nos droits inaliénables, librement, avoir une vie voilà, libre et en toute dignité. Et c'est principalement ce que demandent les Palestiniens, notamment à Gaza. C'est que aujourd'hui, reconnaissance ou pas, ce qui importe, c'est que est-ce que nous, aujourd'hui, on peut être Palestiniens en Palestine, libre et la réponse est non. Soit que les réfugiés aient déjà été expulsés, soit qu'ils soient en ce moment expulsés ou pas. Et donc il y a ce premier problème. Donc il faut bien voir que on va parler de quelles sont les conditions qui sont mises par la France, le Royaume-Uni, etc. Mais le fait est qu'il faut bien voir que reconnaître la Palestine aujourd'hui, ces États, quand ils reconnaissent la Palestine, ils ne reconnaissent ni le génocide, ni l'occupation, ni l'apartheid. Ces réalités qui empêchent tout État palestinien d'exister ne sont même pas dans aucune des déclarations.
Et c'est ça le plus scandaleux. C'est clairement que la reconnaissance devrait d'abord reconnaître la réalité dans laquelle on vit et qui est cette réalité politique qui se déploie chaque jour. Et donc, quelles sont les conditions? Et c'est là où on en revient en fait que la principale équation et en fait la manière dont tout cela est cadré est fait pour la sécurité d'Israël et pas pour l'autodétermination des Palestiniens. Les conditions sont que cet État soit démilitarisé, donc on est face à une armée génocidaire nucléaire qui occupe, mais on demande aux Palestiniens, eux, d'être éventuellement dans le futur un État démilitarisé. Deux, c'est de l'ingénierie politique et sociale, donc ça, Israël le fait depuis longtemps, mais la communauté internationale maintenant, évidemment, fait de cette ingérence étrangère pour exclure des factions politiques, pour demander en gros que ce soit l'autorité palestinienne d'aujourd'hui, dont les dirigeants sont principalement d'une seule faction, d'une branche d'une faction autour du président Mahmoud Abbas, qui ne sont ni représentatifs des Palestiniens, n'ont aucune légitimité électorale du peuple, mais voilà, c'est ceux qui rassurent et permettent à Israël et à la communauté internationale, encore une fois, de continuer dans cette zone de confort, de continuer dans le statu quo politique qui, de fait, aide la colonisation israélienne et le génocide israélien à s'accélérer. Donc ça, c'est l'autre condition qui est scandaleuse, c'est de dire, voilà, qui est un bon Palestinien et qui est un mauvais Palestinien. Vous, les Palestiniens, vous n'avez pas le droit de choisir qui vous représente. On va choisir pour vous. Voilà, ça va être une condition. Sinon, ah bah, désolé, vous n'avez pas le droit d'exister. Voilà. Par ailleurs, dans les autres conditions, il y a évidemment ces conditions, encore une fois, sécuritaires pour Israël et qui font que les États comme la France, l'Arabie Saoudite et tous ceux qui ont signé cette fameuse déclaration de New York, hein, qui est un peu la base du mouvement de reconnaissance de ces États aujourd'hui, ils proposent par exemple une force armée stabilisatrice à Gaza au lieu d'un mandat international, ce que demande la société civile palestinienne, qui serait une force de protection qui soit multilatérale par l'Assemblée générale et pas par le Conseil de sécurité. Alors, on va pas rentrer dans les technicités, mais en gros, comment éviter que les Palestiniens soient encore une fois pas autour de la table et qu'on décide que des armées étrangères vont envahir Gaza et contrôler Gaza et pas les Palestiniens. Donc, il y a toutes ces conditions qui font que c'est, encore une fois, très problématique et que dans tout ce cadrage de la reconnaissance, encore une fois, on demande aux victimes, à l'opprimé, de compromettre. Hein, donc, on demande aux Palestiniens de se réformer, on demande à l'autorité palestinienne de faire ceci, on demande aux Palestiniens d'être démilitarisés, on demande au Hamas de sortir totalement de l'équation. Tout ça, sachant qu'à Israël, on leur demande absolument rien du tout. On leur demande de faire une petite déclaration hein, sur voilà qu'ils se tiennent prêts à reconnaître la solution à deux États. Et c'est là où on est vraiment dans cette espèce de ballet diplomatique qu'on connaît, encore une fois, toutes ces stratégies, on les connaît, on les a vues par le passé, où Israël utilise tout ce théâtre un petit peu international pour à la fois gagner du temps et gagner du terrain et gagner du contrôle pour mieux contrôler toute la Palestine et mieux expulser les Palestiniens. Oui, je voulais revenir sur ça, sur les réponses d'Israël qui sont très très virulentes contre cette reconnaissance. Israël paraît très énervé, offusqué, menace de sanctions, les États-Unis aussi. Mais concrètement, Israël, dans son projet colonial de Eretz Israël, donc d'avoir le plus de terre possible entre la rivière et la Méditerranée, continue en gros tranquillement son procès de colonisation, tranquillement son projet de nettoyage ethnique, tranquillement son génocide à Gaza. Donc tu parlais de théâtre un peu, est-ce que tu crois que c'est qu'une partie de cette réponse israélienne vraiment outrée, ça fait partie du théâtre pour dire bon écoutez, vous reconnaissez un État de toute façon qui n'existe pas et il reste quasiment plus rien à reconnaître, et de notre côté nous on avance dans notre projet sans souci? Ça fait partie de la stratégie israélienne justement sur le plan diplomatique et international, oui, d'avoir cette opposition, hein, comme tu dis, théâtrale, performative en fait. C'est vraiment cette espèce d'opposition performative qui fait qu'Israël en fait, ça
sa stratégie est la suivante. Stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire détruire le plus possible, avancer la colonisation, créer des faits sur le terrain et du fait accompli. Ce fait accompli, pendant le temps que les diplomates et la communauté internationale discutent et continuent à parler du fait que c'est pas très bien, à condamner, à faire des communiqués sur le fait que c'est pas bien, eux avancent ces faits. Une fois que les États commencent à parler de potentielles mesures, là, c'est là où Israël avance ses pions et donc fait une opposition, crie au loup et donc aussi voilà, rappelle ses ambassadeurs, dit que les relations insultent les dirigeants, les accuse d'antisémitisme ou de terrorisme, etc. Pour mieux justement que ces dirigeants-là se sentent sur un piédestal, soudain se gonflent la poitrine et se sentent absolument incroyable d'avoir du coup pris cette mesure, comme la reconnaissance. Quelqu'un comme Emmanuel Macron ou Keir Starmer au Royaume-Uni, étant donné la réaction d'Israël, peuvent voilà, se targuer auprès de leur audience, de leurs électeurs, de dire regardez, on fait quelque chose d'absolument incroyable et courageux vu la réaction d'Israël. Et donc c'est quelque chose qui, voilà, se répondant un petit peu est totalement dans la stratégie d'Israël, ce qui fait que du coup, derrière, toute ligne rouge est déplacée. Parce qu'il y a 40 ans, enfin, il y a 60, on va dire qu'il y a 75 ans, la ligne rouge, c'était la partition. Puis en 67, après, c'était l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza et le retrait. Aujourd'hui, c'est potentiellement, est-ce qu'on va ouvrir la frontière ou ouvrir les points de passage à Gaza pour 3 camions ou 10 camions. Voilà. Et donc, c'est exactement ça qu'ils font. Ils font terre brûlée, ils prennent tout, ils contrôlent tout. Et derrière, ils font en sorte qu'on négocie 5% des miettes de ce qui sont, de fait, nos droits fondamentaux. Et ça, la communauté internationale, elle tombe dans ce piège à chaque fois et elle fait reculer toutes les lignes rouges. Et du coup, c'est ça qui maintient l'impunité d'Israël, puisque du coup, ces États disent, regardez, on a reconnu, ils ont été vraiment très très fâchés, mais quand même, vu qu'on doit faire avancer les négociations et la paix, du coup, on doit quand même réconcilier nos relations, donc on va pas prendre d'autres mesures plus fortes. Donc on est vraiment là dans quelque chose qui protège Israël de toute responsabilisation, ça maintient cette impunité qui a permis à Israël de coloniser pendant plus de 75 ans et aussi d'accélérer le génocide en cours à Gaza. Tu parlais là des pays européens et de la communauté internationale qui dit voilà, on a reconnu la Palestine, mais maintenant il faut quand même que le processus de paix avance, donc il faut qu'on fasse des concessions. On a quand même tapé très fort là sur la table. Maintenant voilà, continuons à parler à Israël. Il y a quelque chose qui est très peu mentionné quand même dans les médias et par les hommes politiques comme Macron et Keir Starmer, c'est qu'il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui date du 18 septembre 2024 et qui disait très clairement le problème c'est l'occupation. Et en fait, en gros, ce qu'elle disait, c'est que avant toute sorte de négociation, l'occupation doit prendre fin et ensuite, en gros, discutons, pour faire simple. L'Assemblée générale avait donné 1 an à Israël pour mettre fin à cette occupation illégale. Dans la résolution, ça parlait quand même aussi de non-coopération des États avec cette occupation, des entreprises avec cette occupation. D'ailleurs, Francesca Albanese a fait un rapport essentiellement là-dessus. Donc, 18 septembre 2024, on est le 22 septembre 2025. Il y a la reconnaissance, mais cette résolution de l'Assemblée générale sur la fin de l'occupation, du coup, encore une fois, est mise complètement de côté et on n'en parle plus. Absolument. Et c'est là où on en revient au problème fondamental. Tant qu'il n'y a pas un changement de logiciel de la part des États au niveau international et principalement des alliés d'Israël qui continuent à être complices et qui ont été complices du génocide, on ne fera qu'avancer l'impunité d'Israël et lui permettre de continuer la colonisation et le génocide. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est face à une situation, on a un État colonial. Un État colonial qui est déterminé à coloniser une terre, à avoir le maximum de terres, avec le minimum de Palestiniens dedans, ça a été toujours le projet. Et c'est un projet linéaire qui n'a jamais changé de trajectoire.
La communauté internationale, elle se place d'un point de vue où, avec le processus de paix, non, donc toujours dans cette logique du processus de paix, où comme si on était dans un conflit où il y a deux parties, voilà, deux camps qui se disputent, chacun a ses torts, etc. Tant qu'on sera dans cette logique-là, les États vont continuer à répéter ces mantras totalement vides de sens sur la solution à deux États, le processus de paix, sachant que derrière, les Israéliens sont très très clairs dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, qui est urgente à arrêter, c'est le génocide, mais aussi dans leur plan, je veux dire dans leur plan et dans ce qu'ils disent. Smotrich, mi-août, il l'a dit très clairement. Il l'a dit quand il présentait le plan de colonie appelé E1, qui est un des plans de colonisation de la Cisjordanie en cours, et qu'ils veulent accélérer en réponse justement, enfin en tout cas eux c'est l'excuse de la reconnaissance, leur permet aussi de dire regardez on va coloniser encore plus. Il a dit ils vont continuer à parler d'un rêve palestinien et nous on va continuer à développer une réalité juive. Et donc on en est là, ils savent très bien que tout ça, encore une fois, ces discussions diplomatiques et ces mantras sur la paix, la solution à deux États, ça ne fait que les protéger de toute responsabilité. Ça ne fait que rendre encore plus complices les États. Et donc c'est ce logiciel qui doit changer, où les États, au lieu de dire oui, on va mettre tout le monde autour de la table, et quand même Israël c'est un État de bonne foi, ce sont des acteurs de bonne foi. Non, Israël ment. Israël est un acteur de mauvaise foi. Israël veut coloniser. Israël, ses intentions et la réalité est claire. Ses crimes sont clairs. Ils ont été documentés noir sur blanc et condamnés par je ne sais combien maintenant d'organisations internationales qui ont suivi des décennies d'analyse palestinienne. Donc il est temps aujourd'hui de dire ok, comment on règle la racine du problème, la racine de cette violence systémique qui ronge en fait la Palestine. Et donc en effet, ce qui est encore plus problématique, c'est que la reconnaissance aujourd'hui qui se base sur cette fameuse conférence pour protéger la solution à deux États, à la base, la résolution, comme tu as dit, de l'Assemblée générale qui proposait cette conférence, elle était pour mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice, l'opinion légale de la Cour internationale de justice qui dit vous avez des obligations très claires de ne pas aider l'occupation. Et donc ils font fi totalement de leurs obligations légales pour prendre une décision symbolique sans en prendre aucunement les conséquences. T'as dit qu'il continue à promouvoir une solution à deux États vide de sens. Pourquoi tu dis que c'est vide de sens ? Parce qu'encore une fois, si depuis 40 ans que la communauté internationale répète en boucle qu'ils promeuvent une solution à deux États, quand Israël détruit ce potentiel État palestinien, c'est clairement quelque chose qui est totalement hypocrite. C'est-à-dire qu'on peut répéter autant qu'on veut qu'on est pour la solution à deux États et qu'on veut sauver une solution à deux États, mais quand toutes les universités, les écoles, l'agriculture et les maisons de Gaza sont rasées, quand en Cisjordanie, ce sont les colons qui dominent aujourd'hui la majorité du territoire et que les Palestiniens sont mis dans des réserves qui ne sont même pas 16% du territoire de la Cisjordanie, c'est bien beau, mais du coup, quand on continue à coopérer militairement, politiquement, diplomatiquement, scientifiquement avec cet État, c'est qu'on est complice et c'est qu'on ne veut pas mettre fin au problème fondamental qui empêche tout État palestinien d'exister. Je voulais peut-être quand même parler, pour conclure notre entretien, du fait que même si les États jouent cette charade un peu et répètent ce truc de la solution à deux États et de la reconnaissance du coup de l'État palestinien, Israël, à mon avis en tout cas, me semble plus isolé que jamais au niveau du reste des peuples, du coup. On va dire que si les États, c'est les 1%, les 99%, il y a un moment, on a l'impression quand même qu'il y a une vague
de changement et on le voit au niveau des boycotts culturels, on le voit au niveau de l'Eurovision, on le voit au niveau de la Coupe du Monde, on le voit au niveau de la Vuelta, le tour cycliste qui est carrément arrêté par les manifestants, on voit les flottilles, on voit les dockers. Aujourd'hui, il y a une grève en Italie quasiment générale pour Gaza qui a tout bloqué. Est-ce que... Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent toujours, et je déteste les comparaisons, mais du South African moment, où les gens ont pris conscience, les peuples ont pris conscience, les jeunes ont pris conscience, les étudiants ont pris conscience que ce qui se passait en Palestine, c'était pas un conflit entre deux peuples qui voulaient la même terre, mais c'était bien une histoire coloniale, d'apartheid et des génocides. Est-ce que ça, j'imagine qu'on doit en retirer énormément de positifs quand même. Moi, je finis avec ça, mais dans les rues de Bruxelles où j'habite, je compte les kéfiers tous les jours et les tags Palestine. Il y en a de plus en plus. Je passe pas une journée sans voir 5-10 kéfiers portés par des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et je sais, parce que les gens regardent Gaza et sont justement, et à juste titre, effondrés par ce qui se passe, regardent le West Bank et sont effondrés par ce qui se passe. Mais on sait très bien qu'une lutte, ça prend du temps. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui se passent qui devraient nous donner espoir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Absolument. Et encore une fois, ça ne vient pas des chancelleries diplomatiques. Malheureusement, ça vient de la rue, ça vient de la pression de la société civile, des sociétés dans leur ensemble. Aujourd'hui, la Palestine est au cœur de l'échec de l'humanité et de l'ordre international actuel à faire respecter des règles universelles et à faire respecter des droits universels. Donc, c'est principalement les Occidentaux, les pays occidentaux, qui aujourd'hui se tapent dans le dos et se gonflent la poitrine de reconnaître la Palestine, qui sont au cœur du problème et ont maintenu l'impunité internationale d'Israël. Et c'est pour ça qu'on dit la reconnaissance ne va pas mettre fin à l'impunité. La reconnaissance, pour qu'elle ait un sens, parce qu'elle pourrait avoir un sens, c'est reconnaître le génocide, reconnaître l'apartheid, reconnaître l'occupation et faire en sorte de prendre les mesures pour y mettre fin. Parce qu'on peut dire, parce que si on fait un diagnostic sur la réalité et sur la situation, si on reconnaît une situation, alors on prend les mesures adéquates pour y mettre fin et toutes les mesures sont mises noir sur blanc dans toutes les résolutions et toutes les décisions des tribunaux internationaux, des organisations internationales. Donc les États ne peuvent pas dire « je ne savais pas ». Donc la chose positive, c'est que les populations, les gens, les peuples doivent continuer à se soulever, doivent continuer à mettre Israël face à ses responsabilités parce que le logiciel a changé dans aussi ces sociétés. Ils comprennent bien qu'on est, comme tu l'as dit, dans une lutte. Mais ça, les États, les gouvernants, tu n'entends jamais ce vocabulaire. C'est une lutte anticoloniale, c'est une lutte pour la libération, c'est une lutte pour la liberté, la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination, pour vivre libre sur sa terre. Et ça implique évidemment le droit au retour des réfugiés, la fin du génocide, le droit des Palestiniens à Gaza de vivre dans la dignité, en tant que Palestiniens, avec les représentants qu'ils veulent. Et tout ça, c'est totalement absent aujourd'hui des décisions de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre la pression. Et c'est Netanyahou même qui l'a reconnu. Il a dit, aujourd'hui, Israël doit se préparer à vivre dans une économie autarcique. Tant mieux qu'il le fasse. Et tant mieux ça veut dire qu'ils sentent la pression monte. Il faut qu'elle augmente encore. On n'en est qu'au début. Malheureusement, on n'en est que dans le type de l'iceberg. Il faut qu'on continue absolument parce que Israël vit dans cette culture d'impunité, dans cette culture d'invincibilité, d'invisibilité. Et ils n'ont pour l'instant, aucune intention. Ils n'auront jamais l'intention tant qu'on les force pas à changer de trajectoire. Et c'est ça, et peut-être on peut conclure là-dessus, mais je pense que tout le problème fondamental de tous ces réunions diplomatiques, conférences multilatérales, etc., menées notamment par la France et l'Arabie Saoudite, et aujourd'hui, qui ont mené à cette vague de reconnaissance, continue à penser que, en fait, en demandant à Israël des choses, ils vont le faire. Comme si, en fait, on pouvait demander à un État colonial génocidaire qui veut contrôler toute la terre et nettoyer ethniquement les Palestiniens depuis plus de 75 ans, aller répondre justement à ces discussions
et aller faire en sorte qu'évidemment, ils prennent des décisions quand on leur demande de manière polie et gentille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Merci beaucoup, Inès. Merci. Merci, Franck. Alors, attends, il faut que ma souris remarche. Hop.